Bonjour Victoria. Salut Thierry, on est toujours là, hein? Eh oui, on est toujours là. Ça y est, c'est parti pour le cinquième numéro de Comin Mag Live, voilà, sur Facebook et puis sur les bonnes vieilles plateformes, puisqu'effectivement, normalement, bah, tout ça est disponible sur Dailymotion, en replay, sur la page Facebook, mais c'était sans compter les internets et les vrais problèmes auxquels on est aussi confronté, hein. Vous avez été quelques-uns à nous dire oui, c'était super sympa, le début de l'émission était captivant, mais après, il n'y avait plus de son. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et on a écrit à l'éditeur du logiciel, mais il semblerait que ben voilà, on n'est pas non plus, comment dire, épargné par les problèmes de bande passante, de congestion sur les réseaux. C'est un petit peu le thème du moment, hein, j'ai envie de dire, Patricia, Victoria, voilà, j'ai pas beaucoup dormi. Ah oui, bah, c'est un petit peu la question, bah, la fameuse question de la neutralité du net. Bah, qu'est-ce que c'est que l'Internet? Bah, c'est une couche physique de fils de cuir, de réseau téléphonique, de fibre optique. On a une couche de logiciels de protocole Internet et on a une troisième couche qui sont les contenus. Et ces contenus, bah, ils n'arrêtent pas d'exploser, surtout avec la vidéo. Et évidemment, bah, tous ces contenus, bah, ils prennent de la place sur la bande passante et ça encombre et ça sature les réseaux. Alors, on a vu que ces derniers jours, des plateformes de streaming ont fait des efforts momentanés, hein, Mhm. pendant cette période de confinement, mais ça va durer un mois. Ça veut dire que on va Ou, devoir, ou peut-être plus. ça, ouais, ça on n'en sait rien, enfin je croise les doigts, un mois. Après, on va devoir absorber Disney qui arrivera aussi, enfin qui est déjà arrivé hier et qui va arriver aussi en HD. Est-ce qu'il y aura assez de place, Thierry? Oui, alors est-ce qu'il y aura cette place sur la bande passante, mais on a aussi, est-ce qu'il y aura cette place sur les machines? Alors on va pas parler de stockage, mais carrément de capacité de calcul. On voit pas mal de gros acteurs, je pense à nos copains de Microsoft Azure, qui mettent à disposition des puissances de calcul, un peu comme Amazon, hein, vous savez, ces services délocalisés sur lesquels on peut faire tourner des applications, on peut faire tourner toutes sortes de services en ligne. Et il semblerait qu'un des gros consommateurs, hein, qui commence à faire plier ces infrastructures, c'est le email marketing qui commence à être gourmand. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, on en fait plus, on en consomme plus, on en envoie plus, et puis on est, ben, par la force des choses aussi à faire bosser les machines encore plus. Pourquoi? Ben parce que dans tous ces listings d'adresses, dans tous ces envois, dans toutes ces campagnes, ben on n'a pas que des adresses valides, c'est en tout cas ce que nous explique Microsoft sur cette espèce voilà, de coup de chaud qu'ils ont eu et qu'on va, je pense, constater chez d'autres opérateurs, chez d'autres prestataires de services similaires. Absolument. Puis on a aussi le problème du cloud. Les gens maintenant travaillent de plus en plus en télétravail, donc ils ont aussi découvert pour beaucoup ben, qu'on pouvait dématérialiser aussi les données. Beaucoup d'entreprises ne sont pas prêtes, donc elles n'ont pas elles n'ont pas configuré des espaces personnalisés, donc elles sont allées sur des plateformes, je dirais, libres d'accès. Donc tout d'un coup, cet encombrement de données qui arrivent de data, qui arrivent de partout, bah, génère un embouteillage et ça pose la question de la neutralité du net, qui est une question qui est essentielle. Ceux qui ont créé le net l'ont créé de manière à ce qu'on puisse à offrir des services de manière au départ gratuite, qu'on puisse vraiment partager la connaissance entre nous tous. On a bien vu que comme on n'arrivait pas à financer des services, enfin des plateformes comme des Facebook, comme des Google, tous ces services sont arrivés gratuitement, mais il fallait bien les payer. Donc, la publicité est arrivée. Mais la question de est-ce que l'Internet doit être gratuit, finalement, on s'aperçoit il est gratuit quand c'est nous qui donnons des données, donc on le paye indirectement. Mais est-ce que demain, on va devoir faire un Internet à deux vitesses, un Internet pour l'entertainment et un Internet pour le travail? Oui, la neutralité du net est mise à rude épreuve, puisqu'effectivement, on l'a dit dans un précédent numéro, des YouTube, des Netflix, en tout cas pour le marché européen, mais je pense que ça va suivre également sur le reste de la planète, ont décidé de baisser la qualité, les flux,
Alors, ça part d'un bon sentiment, hein, dans un premier temps, parce qu'on se dit, voilà, c'est cool, ils pensent à ceux et celles qui, comme nous, donnant dans le télétravail, sont confinés à la maison pour pouvoir travailler avec les outils d'aujourd'hui, un peu à l'image de ce live qui peut-être ne subira pas justement ces problèmes de bande passante. Et Non. là, on se pose la question de savoir, mais est-ce que cette bonne idée va devenir une fausse bonne idée pour plus tard? Est-ce que ça va être le moyen pour nous vendre que la neutralité du net doivent changer, doivent se repenser, puisqu'effectivement, on vous a vendu l'idée qu'on baissait du Netflix, du YouTube, pour que vous puissiez continuer à atteindre les VPN de vos entreprises, vous connecter au service de votre employeur. Mais, il y a un mais, est-ce que ça va pas donner des fausses bonnes idées aux autres après tout ça? Bah, on va bien voir qui va payer les infrastructures. Ça, c'est clair que jusqu'à maintenant, c'était les États ou certaines grosses entreprises qui les payent. Et on n'a jamais posé cette question. Est-ce que l'utilisateur final doit participer à la construction d'Internet? Donc ça, peut-être que notre invité d'aujourd'hui peut-être a un avis. Oui, parce qu'on a un invité en la personne de j'ai un super synthé, donc voilà, je fais mon intéressant avec ma super petite régie. Jean Méneveau, qui est managing partner chez Columbus Consulting et qui a un avis très très précis sur la situation. Bonjour Jean, bienvenue à bord. Bonjour Jean. Bonjour à vous. Alors Jean, sur cette question de la neutralité du net, est-ce que tu penses que cette idée qui part d'un bon sentiment risque d'être une fausse bonne idée? Est-ce que ça risque d'être, comment dire, continué dans le temps pour que à terme on ait un Internet à deux vitesses? Je pense que si on prend finalement un peu les fondamentaux du net, qui finalement est pas très loin de chez nous, hein, puisque le terme on le connaît tous, il a évidemment été créé au départ pour des besoins, on va dire, plutôt privés, finalement, qui étaient mis à la disposition du plus grand nombre, pardon. Donc la mission du net, finalement, c'est rapprocher les gens, et je pense qu'en ce moment, on en a tous besoin, c'est sûr, mais ceci dit de manière totalement universelle et gratuite, et ça fait partie, je pense, un peu des fondements de l'Internet tel qu'on le connaît. Alors après, évidemment que je pense qu'il est déjà à deux vitesses, c'est-à-dire que quand on est une entreprise et qu'on soit Microsoft ou même une PME suisse, on a accès à un certain nombre de services qu'on vend, qu'on achète aussi, et finalement on construit sans le savoir une partie de cet Internet. Après, le seul problème, et c'est finalement là où on voit la limite actuelle, c'est que on partage quand même globalement cette infrastructure et que le boulet d'étranglement, comme on dit, c'est effectivement les opérateurs et le télécom qui est derrière. Donc c'est je pense, plus un problème de gestion de la capacité temporaire. Après, je pense que le modèle de l'Internet aujourd'hui, même s'il est gratuit pour la grande majorité du monde, et c'est très comme ça, je pense, par définition, tous les grandes entreprises qui l'utilisent à des fins plus commerciales, quelque part investissent et sont des forts contributeurs financiers à cet Internet. Donc, bon, j'espère en tout cas, moi en tant qu'individu, Columbus Consulting, je vais lire votre définition parce que je trouve qu'elle est, on ne serait plus approprié. Conseil spécialisé dans la transformation des organisations confrontées à des changements majeurs. Alors là, si c'est pas un changement majeur ce que nous vivons, je ne sais pas quand est-ce qu'on le vivra. Donc, demande. avant le corona, changé. Déjà, évidemment, de manière générale, notre matière s'amuse en tout cas de manière plus intéressante par des entreprises de taille assez différentes.
et souvent c'est plutôt des tailles assez importantes et la dimension internationale arrive très vite. Mais on travaille aussi avec qui veulent juste transformer. Alors, je pense que là, on parle de transformation par la data, par le digital, par tout un tas de trucs. La question, ben voilà, moi jusque-là, que finalement, mes produits, il y a certains concurrents qui. Moi, donc il y avait effectivement le côté client, enfin, il y avait à nous, c'est de pouvoir aider. Éléments pour in fine dans des projets très concrets de e-commerce, hein, ça existe toujours. Première du coup client, utilisateur. Beaucoup de compétences et je préfère pas raconter de bêtises et donc simplement ne pas en parler, mais en tout cas, tout le reste, on s'en est bien rendu. C'est pas justement rendre les choses si ça doit être possible. Des télétravailleurs capables de faire sans aucun problème. Donc je pense que cette idée-là, on parlera peut-être un petit peu. Ça peut voir les choses positives. Encore une fois, je ne veux pas parler du sujet qui n'est pas du tout positif, mais pour le reste, évidemment, on peut questionner. Alors, d'accélération, on en avait parlé, obligé d'être un peu plus sensible à la digitalisation des process des entreprises. Outils pour se faire livrer que tu as d'autres choses qui ont coulé de cette crise. On va rester sur une note positive sur
justement l'usage accru de la news communication pour les marques, sans et tu vois d'autres effets positifs autour du numérique pour ce. Après, nous, côté Columbus, on vient de lancer une enquête parce qu'on s'est dit, effectivement, on fait un truc un peu particulier et on veut essayer un peu d'y voir clair. Alors, pas, je encore une fois, des chiffres à court terme et des choses qu'on peut effectivement lire dans la presse, mais on vient de lancer une enquête sur le marché suisse justement pour poser aux acteurs finalement évidemment comment ils vivent la crise aujourd'hui en termes de confiance. Je pense que les réponses sont assez évidentes, mais plus au-delà de cette crise, de cette confiance que vous pouvez un petit peu perdre, comment vous voyez la suite en fait? Comment vous arrivez aujourd'hui à peu près à vous projeter, alors sur des choses très terre à terre évidemment, comme tu l'as dit, c'est-à-dire votre mais aussi des pour se donner un petit peu la dynamique pour dire mais en fait cette crise-là pour vous c'est simplement un mauvais voilà, et ça remet en question pas grand-chose de vos valeurs, de vos croyances ou en tout cas quelque part. Parce que si un peu il y a quelque chose sur lequel vous vous dites là on a peut-être au milieu d'un problème et finalement ça pourra avoir une influence assez forte de la manière dont je vais, en tant que consommateur, considérer ma vie dans le futur, mes relations sociales, la manière dont je vais interagir, la manière dont je vais considérer ma consommation avec la Chine, hein, pour pas citer ce marché qui est quand même particulier. Ben voilà, on a posé un peu ces questions-là. Alors, c'est des questions ouvertes. On a un mix des deux, évidemment. On n'a pas encore tous les chiffres, enfin si on vient de clore, mais on est en train plutôt de justement faire l'analyse pour donner en fait quelques indications intéressantes. Bon, alors évidemment sur la partie confiance, sans surprise, elle dégringole, ça c'est sûr. Après on verra qu'il y a quelques différences, enfin clairement des différences plutôt entre les Suisses allemands et les TC qui ne voient pas les choses de la même façon. De manière assez surprenante, on va dire, parce que par exemple, alors qu'ils sont touchés, enfin on est touchés ça sur les secteurs de savoir, bon, à court terme, on voit bien qu'on on les a cités justement, on va commencer voilà. Qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est-à-dire le reste étant soit des biens d'équipement d'un certain prix, que ce soit du premium, du luxe, de l'automobile, des loisirs, des voyages, tous ces aspects-là, finalement, qu'est-ce que, en tant que consommateur, comment je me sens vis-à-vis de cette crise et par rapport à la suite. La grande question que je pense que toutes les marques se posent aujourd'hui, c'est est-ce qu'on parle simplement d'un jet temporaire ou bon bah très bien, j'avais par exemple un projet d'acheter une automobile en avril, bon bah là c'était pas forcément parce que là physiquement je ne peux pas aller la chercher. Ça, est-ce que je vais simplement reporter cette achat de quelques mois, ou alors je suis tellement plombé par rapport à tout ce que je vois autour de moi, je me dis tout ça, non, j'ai finalement cette voiture et ces derniers, enfin ces cabines des soucis, et, du coup j'annule complètement cette je pense que beaucoup de marques se posent. On a en tout cas une étude de ce qu'on voit sur Suisse aujourd'hui. En fait, c'est pas aussi rose que ça. C'est-à-dire, non, penser que si on lit un peu ce qui peut déjà se passer en Asie, où les gens commencent un petit peu à ressortir et à retrouver une vie normale, je voulais mettre la définition du mot normal. Les consommateurs qui disent bon, on a été enfermés, consommateurs
là, les premiers chiffres qu'on voit, c'est pas aussi sûr que ce soit aussi flagrant en Europe. Et on sait là, pour le coup, parce que là, on parle de mondialisation ou des besoins et des modes de aussi sur un retour un peu des disparités et des effets très locaux. Est-ce que, Jean, est-ce que la peur de perdre son emploi influe aussi l'achat? Là, on est en train de parler d'achat de produits, de plaisir. On peut les rapporter facilement être emploi dans un pays comme la Suisse qui n'a pas connu de crise vraiment belle, si tu subi toutes les crises de 2008 et les précédentes de manière beaucoup plus forte, la Suisse a une relative stabilité. Une population comme ça peut provoquer peut-être une surréaction parce que les gens sont moins adaptables à ce genre de situation. Et puis, c'est tellement hallucinant comme période. Aujourd'hui, on n'a aucune visibilité sur l'état, enfin, la réaction à une reprise qui peut-être a amené le premier geste des entreprises, c'est à licencier énormément de gens. La notion du temps va être super importante. Nous, on a lancé cette étude-là ces dernières semaines. Quelques semaines. Je pense que on va continuer à suivre ça et potentiellement faire d'autres sondages du marché pour avoir un peu justement une vision un peu plus affinée, surtout temporelle. Évidemment que c'est important, c'est-à-dire qu'on ne réagit pas de la même façon, et je pense que vous l'avez tous vécu, de manière individuelle. C'est le premier jour, on nous dit il faut rester confiné au début. On est évidemment surpris, mais finalement on se dit bon, ça pourrait avoir du bon, et l'esprit humain est plutôt bien foutu, c'est-à-dire qu'on a tout de suite en tout cas les répercussions, et il nous faut effectivement quelques jours pour se rendre compte. C'est comme tous les grands accidents de la vie, comme on dit, il faut quand même quelques jours pour comprendre ce qui se passe, réaliser, intégrer, et à partir de là se dire ah ouais, là effectivement et comment on va se positionner. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Après, les catégories de produits sont très différentes. C'est-à-dire que justement, on fait bien cette distinction entre un produit plutôt premium et luxe, où là, on est clairement sur du plaisir. Et là, c'est quand même un super, comment dirais-je, un thermomètre pour voir un peu justement la capacité du marché à tout simplement se faire plaisir et lâcher prise, entre guillemets. Des secteurs comme plus l'automobile, là on est plus proche quasiment, alors ça va bien sûr dépendre des automobiles, vous allez me dire, mais renouveler son automobile, on est déjà plus proche sur des besoins un petit peu plus primaires aussi. Ça va être un mix de tout ça, et évidemment que de manière générale, de toute façon, là il n'y a pas besoin d'être un grand économiste, je ne suis pas d'ailleurs, pour juste savoir que emploi, sur ses parents qui sont confinés, qui peuvent plus sortir, sur le fait d'être tout seul aussi chez lui, dans un mètre carré, et puis pouvoir sortir. Tout ça, c'est évidemment très anxiogène en termes de confiance. C'est forcément pas bon. Ouais, la vraie question, c'est comment tout ça va évoluer dans le temps. C'est pour ça qu'on a voulu finir un peu sur notre enquête sur des sujets plus en tout cas de se dire, mais si on se projette, on connaît pas la durée, il y a plein d'incertitudes, tout ça va, la gravité sanitaire de la situation, tout ça sont des choses très anxiogènes, certes. Maintenant, en tant que du monde, est-ce que tout ce qui nous arrive, ça remet un peu en question des sujets chez nous, c'est-à-dire on dit, est-ce que c'est juste un méchant virus, quelle que soit son origine, qui passe, et puis comme tous les autres virus, on espère qu'il trépasse à un moment donné et qu'il puisse vivre correctement. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est juste une petite crise sanitaire, certes avec beaucoup d'impact, mais est-ce que c'est juste temporaire? Mais ça ne remet pas en question, on va dire, les fondamentaux de ma vie et puis de la société du reste. Voilà,
l'erreur. Et effectivement, le côté je peux commander n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, c'est super, mais peut-être qu'on en paye le prix. Et donc revenir sur des fondamentaux. Alors c'est là qu'on retrouve des sujets qui viennent évidemment de thématiques qui sont heureusement à la mode. Tu parles évidemment d'écologie, de société. En fait, tu peux faire du Netflix, du Disney ou autre chose toute la journée. Néanmoins, quand j'ai envie de consommer quelque chose, que ce soit un fruit, un légume ou besoin primaire d'alimentation, le local pourrait devenir important et finalement se dire on est une politique globale. On se rend compte que notre frein aujourd'hui, c'est aussi ça, ça a été un accélérateur de notre développement économique, mais c'est aussi un frein maintenant. Et donc, du coup, revenir sur des fondamentaux autour de le local, pas que sur l'alimentation. Et la relocalisation de la production. Et alors ça, voilà, bon, ça évidemment, ce ne sera pas forcément consommable à le choisir, je pense. Évidemment, il y a un rôle dedans et un rôle important. C'est toujours la question. Non, mais ça peut être un élément, je dirais, différenciant, où à une époque on disait acheter suisse, mais ça va être 100% produit en Suisse, par exemple. Quand on voit tous les produits, comment ils sont produits aujourd'hui, on a découvert que pour avoir un masque, il faut passer dans 50 pays. Quand tu n'arrives plus à les acheter. Justement, ça amène à reconsidérer des partenaires, des prestataires, des fournisseurs, des constructeurs chinois, pour pas les pointer du doigt. Il n'y a là, ici, aucune forme de racisme, mais plutôt de dire, comme vient de le dire Victoria, il y a peut-être des ressources qu'on pourrait produire ici, peut-être qu'il serait temps de reconsidérer comment on consomme, mais aussi comment on fabrique pour peut-être utiliser d'autres canaux de distribution. C'est mon avant-dernière question, puisqu'on va essayer de garder le timing. Médicaments, parce qu'on a découvert que les médicaments, oui. À la base, les principes actifs sont produits en Chine, de tous les médicaments. On a découvert comment, dans des secteurs les plus hallucinants, moi, je ne pourrais pas imaginer qu'on séparait, enfin, je veux dire, un médicament était produit comme ça, c'est assez étonnant et même effrayant, quoi. Je pense que là, pour le coup, là, honnêtement, c'est plus un vœu personnel parce que on va continuer dans la prochaine enquête, mais le vœu, en tout cas, qu'on aimerait savoir, c'est de dire le digital doit aussi être un super outil pour ça. Effectivement, on a souvent associé digitalisation, c'est-à-dire avec le digital, j'ai accès à tout le temps, n'importe quand, n'importe où, et je peux acheter effectivement des choses dans des stores chinois depuis mon canapé en Suisse, très bien. Mais ça doit pouvoir aussi servir à dire, en fait, moi, j'ai pas envie d'acheter un truc effectivement qui vient de l'autre bout du monde, j'ai envie d'acheter un truc plus local, de pouvoir qu'est-ce qu'il y a en fait dans ce que je suis en train d'acheter. Et ça, pour ça, le est un super outil, parce que c'est vrai qu'on se retrouve dans un supermarché, c'est pas toujours ce qu'on achète, mais dans quel ordre, même s'il y a plein d'applications qui permettent de le faire. Quoique, enfin, les seules applications, on arrive simplement à savoir ce qu'il y a dedans. Et d'où ça vient, c'est un autre débat, mais ça peut être évidemment déployé sur tout un tas de sujets et de produits. Effectivement, j'achète. On me dit que c'est potentiellement du fabriqué en Suisse, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je pourrais effectivement avoir beaucoup plus d'informations et à partir de là, avoir un vrai choix que j'ai envie d'acheter dans ces conditions ou pas. Et pour nous, en tout cas, on l'espère que le digital soit finalement une arme de transparence et de traçabilité au service des citoyens pour faire des vrais choix, en fait. Voilà, ben c'est juste. Effectivement, et là, je pense qu'on peut revenir dans la dernière question sur le début, on ferme la boucle, c'est que finalement, ce web gratuit aux utilisateurs de le construire, d'amener du contenu, d'amener, disons, de lui donner de la substance. Donc, nous avons travaillé pour construire l'Internet et maintenant, il faudrait peut-être que le digital ou ce monde, ce web, soit au service et qu'on arrête de demander aux gens d'être au service de ces outils. Est-ce que tu penses que maintenant qu'on doit changer inverser cette tendance et que maintenant le digital doit vraiment nous servir pour construire un monde finalement meilleur? On n'arrête pas de lire
le baseline de tous ces gourous, et puis finalement, ce qu'on voit, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que c'est le vrai question à se poser, c'est effectivement la place du citoyen vis-à-vis, parce qu'à partir du moment, effectivement, où c'est des sociétés qui prennent la parole, il y a tout un tas de questions qui vont se poser derrière. En tout cas, on voit que sur les mouvements citoyens, il y a un super outil. On a pu le voir quand à l'époque on pouvait encore se réunir et faire des manifestations physiques. C'était un super outil pour pouvoir rassembler les gens autour de cause commune. Donc l'idée, c'est qu'effectivement ça puisse perdurer. Je pense qu'aujourd'hui, cet outil aujourd'hui, il est maîtrisé, je pense, par tout le monde. Les codes de l'internet, entre guillemets, rien que de le dire, c'est un peu ridicule. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui, quand il a quelque chose à dire, peut le dire, ça peut le dire. Développer des mouvements citoyens sans outil, ça peut fonctionner. Maintenant, j'ai envie de dire que c'est à chacun de se faire sa propre opinion et d'agir simplement en fonction. Donc là, je suis assez d'accord pour dire que le pouvoir, quelque part, devrait redonner aux citoyens. Et je pense que dans cette période-là, qui est assez anxiogène, évidemment, où on se pose beaucoup de questions sur nos proches, sur nos et tout le reste, faudra effectivement ne pas oublier ça et pas avoir une mémoire forte de consommateur lambda qui dit bon, il y a 3 mois c'était le coronavirus. Là, j'ai juste envie d'acheter la dernière nouveauté qui vient de bout du monde. Voilà, ce serait bien que ce paradigme puisse un petit peu tomber, entre guillemets. On va se dire que l'être humain aura cette fois-ci une plus longue mémoire pour se souvenir de ce sur quoi on a dû passer. C'est pas terminé, et à propos de pas terminer, on arrive au terme de cette émission, une émission que vous allez retrouver tous les jours du lundi au vendredi à 15h, comme InMag Live, voilà, c'est dit sur la page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Oui, c'est comme sur YouTube, vous pouvez activer la petite cloche pour être notifié des prochains lives et ainsi peut-être jouer de la carte interactive pour poser vos questions. On n'en a pas eu, mais on a toujours avec Victoria une ribambelle de questions en réserve. On va à nouveau son visuel, Jean Menovo, Managing Partner chez Columbus Consulting. Merci beaucoup, Jean, pour cet échange est très intéressant. Occasion pour nous de... Résultat de l'étude. Et surtout, il y a une étude à la clé, donc suivez attentivement les réseaux de Jean pour ainsi prendre connaissance. Et je suis sûr que sur Conag, on parle. C'est un chroniqueur de très longue date et je le remercie. Voilà. Et puis, on a une petite fin d'émission. On finit sur une petite note sympathique. Donc, on va finir sur une vidéo humoristique sur cette crise. Si vous êtes chez vous, c'est que vous êtes au courant qu'il y a le coronavirus. Il y a des gens chez eux qui font preuve de beaucoup de créativité pour essayer de faire passer le temps et puis aussi de sourire un petit peu de la situation. On est de toute façon en pensée avec toutes celles et ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir vivre ça aussi simplement que nous. On se retrouve quant à nous, Victoria et moi, demain, 15h, sur le même canal. N'hésitez pas à venir poser vos questions. Puis on se dit, comme à l'accoutumée, à très bientôt, c'est pas bon. Exactement. Merci Jean, merci Thierry. À demain. Ciao. Merci. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking how I'd ever live without the world outside. But then I spent so many nights scuffing crystal neck and wine. I know it's time to say we're gonna be just fine. And so we're here, stuck in this room. I don't know getting out, there's no better place to face the doom. I fucked up eyes, I should have stockpiled my bog roll. If I had known for just 1 second, I'd have such a messy hole. But I've got plenty of gin, their homeschool schedule. Go straight in the fucking bin. I wanna smash my, I wanna wave my kiss goodbye, but I won't crumble. I won't lay down and die. Oh no, not I will survive. Oh, so long as I have internet, I know I'll stay alive. I've got all this to feel, trying to not get